Bien le bonjour Internet. Quel est l'impact de l'argent sur votre vie? Est-ce que l'argent fait votre bonheur? Comment gagner 5000 € par mois sans se fatiguer? Eh bien cette vidéo n'est absolument pas là pour vous répondre à tout ça. Cependant, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire du mot argent et de ses synonymes ou expressions, mais c'est beaucoup trop long dans le titre. L'argent vient du grec du mot argos, signifiant blanc, brillant ou luisant. On retrouve souvent dans la culture cinématographique cette scène qui illustre bien ces propos. « Ouah, c'est brillant !» Ce mot argos n'a pas que comme signification le côté de brillance, mais a un deuxième sens qui veut dire celui qui ne travaille pas la terre. Et même pour Hérodote, cela désigne un paresseux, un oisif. En résumé, et comme signification, on peut voir que d'un côté il y a les gens qui travaillent, qui ont un dur labeur pour avoir de l'argent, et ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont paresseux et oisifs selon Hérodote, n'ont pas du tout cette nécessité de travailler pour avoir de l'argent. Mais revenons à notre histoire. Quand est-ce qu'est apparu l'argent? Il n'est pas possible de situer très exactement l'invention de la monnaie. Cependant, au néolithique, il y a 10 000 ans, on troquait. Moi échanger cette peau de vison contre magnifique sous-vêtement homme. Comment est apparu ce troc, c'est-à-dire échanger de marchandises en marchandises? Avant, nous avions des personnes nomades, des tribus qui se déplaçaient dans tout le continent, sans réellement rester à un endroit et se fixer. L'évolution de l'homme faisant son petit bout de chemin, l'homme s'est finalement sédentarisé, il est resté dans une zone très précise, c'est alors qu'est apparue la division du travail au sein de la société. C'est-à-dire que l'homme a déposé finalement ses valises quelque part, enfin ses valises, je suis pas sûr qu'il y ait ses pots de bêtes. Divers métiers est apparu comme éleveur, cultivateur de blé, d'orge, etc. Toi, tu vas cultiver du blé et de l'orge. Toi, tu vas rester à cueillir des fruits. T'as une tête à cueillir des fruits. Toi, tu vas élever des bêtes. Toi, tu vas devenir oracle et tu vas me dire ce que va devenir l'homme. Bon, stop les gars, là, on annule tout là. Vous remontez dans les arbres et le premier qui se tient debout, là, il dégage. On arrête là, on annule. C'est comme ça qu'est apparue l'idée de troc et même plus tard la monnaie, grâce à la spécialisation des tâches. Car oui, imaginez si vous êtes cultivateur, vous cultivez du blé, vous avez besoin pour survivre un petit peu de lait, un petit peu de viande, donc vous prenez votre blé, vous le troquez avec votre voisin d'en face qui est lui éleveur de bétail. Chez nous, la première monnaie de paiement, enfin ou troc, était la mesure d'orge ou de blé. Et de cette vie agricole, j'aime à penser que l'on perpétue cette tradition avec nos expressions telles que « file ton blé, j'ai plus un radis, donne-moi ton oseille ». Enfin en tout cas avec ces expressions d'argent, on peut en retirer une recette de cuisine. Mais que se passe-t-il au 5e siècle chez nos amis les Indiens, en Inde bien sûr? Eh bien on parle de monnaie primitive en utilisant des coquillages comme moyen de paiement. Alors bien sûr, pas n'importe quel coquillage, il faut qu'il y ait quand même une certaine rareté. C'est comme si vous partiez en vacances à la plage et que vous reveniez riche. Oh, un coquillage. Oh, encore un. Il est joli. Tiens, Et si l'on va encore plus loin, chez nos amis les Chinois, on se rend compte que les coquilles de coris sont utilisées comme monnaie primitive entre 1100 avant Jésus-Christ et le 16e siècle, bien sûr, après Jésus-Christ. Imaginez que les coquilles de coris, cette monnaie primitive, est arrivée même jusqu'en Afrique. Et ce n'est qu'en 1955 que l'usage des valeurs coris cesse partout dans le monde. C'était il n'y a pas longtemps quand même. Les coquillages, c'est bien pour la monnaie. Cependant, il va falloir distinguer les gens aisés et les autres gens, parce que les coquillages, on peut se baisser pour en ramasser. Alors est apparu le savoir-faire de la métallurgie, l'extraction et l'utilisation des minerais précieux, à savoir l'or et l'argent. Les premières pièces frappées ont, semble-t-il, juste l'unique but de pouvoir flatter l'ego des dirigeants et des cités. Mais l'échange monétaire se substitue peu à peu au troc. Ces premières pièces sont fabriquées au 6e siècle avant Jésus-Christ en Lydie, c'est l'actuelle Turquie, en face d'Athènes. D'ailleurs, quelques années plus tard, son monarque deviendra l'homme le plus riche du monde. Et vous savez qui c'est? C'est tout simplement Crésus. Je vous le fais pas dire, riche comme Crésus. Que se passe-t-il chez les Aztèques? Eh bien au XIVe siècle, la fève de cacao est reconnue comme moyen de paiement dans toute la Mésoamérique. Alors si vous étiez aztèque, l'aumône pour un mendiant vous coûterait 3 ou 4 fèves. Un lapin vous coûterait 10 fèves. Les faveurs d'une courtisane, 80 fèves. Alors c'est quoi courtisane? Je résumerai à ce que c'est le plus vieux métier du monde. Vous voyez ce que je veux dire. Et si vous aviez 100 fèves de cacao en votre possession, vous pouviez vous offrir un esclave. C'est jusqu'au 19e siècle que l'argent reste un système d'échange matériel, bien que les billets ont fait leur apparition. Mais c'est à peu près pareil. Alors pourquoi je dis ça, vous allez comprendre. C'est au 20e siècle, un siècle plus tard, que l'on parle de dématérialisation de la monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement de valeur physique. Quand on va à la banque, on n'a plus notre petit coffre avec notre argent. Quand on va à la banque, on a de l'argent groupé. Le chéquier est le premier exemple de dématérialisation. Ce n'est que du papier. Deuxième exemple fait en plastique, la carte bancaire. Il n'y a pas que du plastique. Et puis le troisième exemple, les échanges électroniques, les transactions sur internet. Tout ça pour dire que l'argent qui était sonnante et trébuchante n'est plus qu'aujourd'hui un chiffre en bas de votre paye et en haut de vos soucis. Et maintenant voici quelques synonymes et expressions tirées de la richesse de la langue française. L'argent n'a pas d'odeur.
Nous sommes au règne de l'empereur romain Vespasien. Il succède à Néron qui lui a vidé totalement les caisses de l'État et il faut impérativement trouver un moyen de gagner de l'argent. Que fait un État quand il a besoin d'argent? Il demande aux riches une aide? Mais non, il met en place des taxes. Vous suivez pas l'actualité ou quoi? Selon une certaine version, l'empereur Vespasien aurait fait installer des toilettes publiques payantes dans tout l'Empire afin de gagner de l'argent. Il a ainsi déclaré « Pecunia non olet », c'est-à-dire « l'argent n'a pas d'odeur ». En tout cas, c'est le récolté par ces toilettes. Vous connaissez les toilettes vespasiennes? Bon, bah ça vient de cet empereur. Merci. L'argent liquide. Mais pourquoi on dit liquide? C'est au XVIIe siècle que cette tournure de phrase, plus particulièrement chez les banquiers italiens, apparaît. Ils utilisaient le terme liquido, signifiant fluide, pour désigner les biens qui pouvaient s'écouler avec facilité et directement sur le marché. Quand on paye avec de l'argent liquide, c'est que l'on peut payer directement sans crédit et sans intermédiaire, à savoir une banque par exemple. Payer en espèces. Dans un temps reculé où le troc était toujours en vigueur, on pouvait s'offrir un mouton pour 500 grammes de gingembre. On payait en épices et avec le temps et la déformation du langage, épices est devenu espèce. Avoir de la thune. Au XVIIe siècle, l'aumône se dit thune en argot. Il faut dire qu'à cette époque, plus de 30 000 mendiants faisaient l'aumône dans tout Paris. Souvent des faux estropiés, des faux aveugles, enfin il y avait un marché. Leur chef, le chef de ces mendiants, de ces brigands, se targuait d'être le roi de Thune au sein de la cour des miracles. Une thune valait ce qu'on donnait à un mendiant, une pièce quoi. Thune serait un dérivé de Tunis, le roi de Tunis. Et bien maintenant un petit tour dans le culinaire, avoir du fric. Cela viendrait du 19e siècle où l'on pouvait faire cuire sa viande en la faisant revenir dans son jus, la fricassée. Puis par extension, l'expression renvoie à la notion de gaspillage, quelque chose qu'on dépense alors qu'on ne devrait pas. Ne pas avoir un kopek. Le kopek, c'est une pièce de monnaie qui vient de Russie et qui vaut 1 centime de rouble. C'est vous dire la pauvreté quand on n'a pas un kopek. Et il faut 2600 kopecks pour s'acheter un billet de métro à Moscou. La Russie est d'ailleurs en train de supprimer cette petite pièce. Elle coûte 47 fois plus cher à produire qu'à dépenser. Comme on a vu au début de cette vidéo, l'expression riche comme Crésus est tirée du premier monarque qui a pu être le plus riche du monde à son époque. Et ce n'est pas fini. Selon la légende, il tirait sa richesse d'un cours d'un ruisseau, qui roulait des paillettes d'or. Et vous savez comment s'appelait le ruisseau? Eh bien, le pactole. Touchez le pactole. Et bien justement pour cette vidéo, on va s'attarder sur des gens qui ont gagné des grosses sommes et qui ont tout perdu, qui sont devenus très pauvres. Comme on dit, l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. En 1961, Vivian Nicholson a gagné environ 250 000 $ à la loterie britannique. Enfin, c'est son mari. Elle a dit qu'elle dépenserait. Mais elle a tout dépensé en bijoux et en robes, a perdu ensuite son mari et son emploi, et est devenue témoin de Jéhovah. Quoi de mieux pour se faire de l'argent sur cette personne qui a perdu de l'argent? Une comédie musicale à succès est tirée de la vie de cette chère Nicholson. Spend, spend, spend. À 26 ans, Michael Carroll a remporté 15 millions de $ en loto en 2002. Mais il a hélas tout dépensé en achats futiles comme des grosses voitures, de la drogue et les courtisanes. Oui, les courtisanes, rappelez-vous ce que c'est. Il a pu dire dans une interview « Je pense que je suis chanceux d'être en vie. Si j'avais encore l'argent, je serais probablement 6 pieds sous terre. Je suis heureux en fait. » Ou alors « J'étais un alcoolique à part entière. Je buvais 2 bouteilles de vodka par jour. » Dans sa deuxième vie, il aura comparu plus de 30 fois devant la justice, faisant même des séjours en prison pour possession de cocaïne en 2004 et violence en 2006. Sa vie de débauche s'arrête en 2012. Par la suite, il assure avoir vécu 3 mois dans la rue et avoir eu aussi du mal à trouver un travail à cause de sa réputation. Il travaille actuellement et livre désormais du charbon et du gaz tout en vivant dans un appartement en location. William Bud Post a gagné 2,6 millions de $ en 1988. Peu de temps après, son frère a tenté de le faire assassiner pour l'héritage. Cette tentative d'assassinat a échoué et William a survécu. Mais ce n'est pas fini. Il a été poursuivi avec succès par une ex-petite amie pour une part des gains. À la fin de sa vie, William était endetté d'1 million de $. Il survivait d'ailleurs avec des coupons alimentaires et une allocation de 450 $ par mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube. J'ai presque 15 000 abonnés. Oh, 15 millions, ça serait pas mal. 15 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est très gentil. J'ai également lancé il y a un mois ma page Facebook Point de Vue. N'hésitez pas à suivre ma page sur Facebook et à cliquer sur j'aime, bien sûr. Et comme vous savez tous, le temps c'est de l'argent. Cette vidéo me demande beaucoup de temps, c'est pas mon métier. N'hésitez pas à faire un petit don sur la page Tipeee. Voilà, c'est tout pour moi. Moi je vous dis à très vite.